C'est la deuxième heure de l'émission. On va recevoir l'animatrice de l'émission culte, Les Chefs, Élise Marquis. On va parler de l'émission, mais on va aussi prendre de ses nouvelles, revenir sur son parcours. D'ailleurs, si vous avez des questions pour elle, vous pouvez les écrire dans la messagerie dès maintenant. C'est le 98985. Je vais les intégrer à notre discussion dans une trentaine de minutes. Radio Texto. Dans l'œil de Nicolas Duvernois. Salut Nicolas. Salut, comment tu vas? Ça va bien, merci. On va parler de cash. D'argent, de oui. salaire minimum, de vision d'entrepreneur. Aussi, tu t'es posé une question, tellement une bonne question. Est-ce que la classe moyenne existe encore? Mais avant de venir à tout ça, t'as pas d'électricité, mon cher? Ben non, moi, hier, j'ai eu une belle... une pièce de théâtre offerte par Hydro-Québec. Je t'explique. C'est l'heure du dodo. Déjà que c'était intense, là, les trois, là, ils étaient top shape. Ils avaient plein de... Tu sais, on disait qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Il y en avait dans mes kids aussi, OK? Et là, on les couche. Je ferme la porte de Raphaël, qui voulait pas me lâcher. Je ferme... Puis je l'adore, là. Je voulais pas le lâcher non plus, mais bref. Je ferme la porte et là, tout ferme. Tu sais, les veilleuses, la petite musique, tout ça. Là, c'est l'équivalent de Frankenstein qui arrive dans la maison sans cogner. Tu sais, il détruit la porte d'entrée. Là, on essaie de calmer tout le monde. Je sors les flashlights. On a l'air d'être dans un moment de survie de guerre nucléaire. Et pendant presque une heure même, ils étaient tellement énervés. Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait? On n'arrivait pas à les calmer, Caro et moi. Et là, jugez-moi si vous voulez. Mais on est allé dans notre chambre. On a fermé notre porte de notre chambre. Donc, on s'est auto-enfermé dans notre porte de notre chambre. On a laissé des lampes de poche partout. Puis on leur parlait à travers la porte. Ben non, voyons donc! Ben non, ben parce qu'à un moment donné, il fallait arrêter. C'était ingérable. C'était ingérable. On avait peur. On était en minorité, OK? 2 contre 3. On ne savait pas que des enfants de cet âge-là pouvaient devenir des ogres. Et donc, peut-être 15 minutes plus tard, puis là, j'ai faim, j'ai envie de pipi, j'ai peur, j'ai pas peur. Là, je suis comme, Charlotte, je suis là. T'as pas besoin d'avoir... Tu sais, on n'arrivait pas à le faire en face. Alors, on l'a fait via une porte. Psychologue, dites-nous si on avait raison. Mais finalement, on n'a toujours pas d'électricité. Mais là, ce matin, je me sentais mal, tu sais, d'avoir fait ça. Fait là, ce matin, j'ai fait une petite surprise. J'ai dit, hey, on se lève, on va se préparer chez grand-maman. Là, j'arrive chez ma mère. Ma mère, tu sais, 6h50, 5h50, elle était comme, bon, ça va bien, la tornade débarque. Mais bref, je vous aime, mes cocos, je vous aime. Mais comment ça a fini par se régler hier? Ben, parce toujours que là, pas, vous êtes parce qu'on attend enfermés. toujours l'électricité. Non, mais les enfants non, se sont... Non, après, bon, on a ouvert la porte, là, on leur a OK. donné des câlins. Bien sûr, là, ils voulaient un bol de céréales. Et puis, par la suite, on est allé les coucher. Je me suis endormi dans le lit de Raphaël. Je me suis relevé pour aller me rendormir dans le lit de Charlotte. J'ai donné des bisous à Victoria. Je suis allé dans ma chambre. Puis là, là, Raphaël, en plein milieu de la nuit, il avait peur. Fait le carreau. Bref, ça a été une super belle nuit. Puis t'as-tu vu la tempête, ça avait l'air de quoi dans Mais ton c'était coin? intense. Mais pendant 5 minutes. C'était intense. Puis ce qui était bizarre, c'est que de chez nous, je voyais le ciel au loin. Puis le ciel était comme super beau, genre lavande, mauve, rose. Mais il y avait comme une tornade comme devant nous. Bref, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Mais nous, tu sais, dans notre quartier, écoute, il suffit qu'un oiseau passe puis il n'y a plus d'électricité. Fait que... C'est quel quartier? Est-ce à que Outremont. c'est Outremont? OK. Ouais, fait qu'il y a des grands arbres. À Montréal. Ouais, j'imagine que ça doit être à cause de ça, là, mais... Bref, peu importe les excuses, j'aimerais bien avoir de l'électricité. Ben écoute, on te le souhaite, Nicolas, ouais. puis à tous les autres clients d'Hydro-Québec qui sont privés Oui. d'électricité. Il y en a beaucoup, il y en a encore, si je ne me trompe pas, des dizaines de milliers. Bon, mais on va parler de salaire minimum. On va commencer avec ça aujourd'hui. Ça augmente demain de 35 sous. Il va passer de 15,75 à 16,10 et plusieurs personnes trouvent que ce n'est pas assez. D'ailleurs, j'ai ouvert l'émission sur le revenu viable, puis on apprenait avec la chercheure de l'IRIS que le revenu viable, là, ce serait un salaire minimum qui devrait être 10 $ de plus si on voulait se sortir du seuil de pauvreté. Je suis curieuse d'avoir ton avis d'entrepreneur parce que toi, tu en engages des gens. Oui, nous, on n'a personne au salaire minimum. Cependant, moi, j'essaie toujours d'aller d'un point de vue différent. Tout le monde regarde à droite, je vais regarder à gauche. Et puis, je vais juste te donner une statistique. Puis suivez-moi bien. OK? Au Québec, il y a 240 000 entreprises de moins de 99 employés. Il y en a 4 300 entre 100 et 499 et 600 entreprises comptent plus de 500 employés. Ça veut dire que l'immense majorité des entreprises, et dans celles qui ont moins de 99 employés, l'immense majorité, plus de 95 %, ont moins de 4 employés. Donc, quand on touche au salaire minimum, c'est clair, net et précis que c'est les toutes petites entreprises qui en font les frais dès le départ.
bien entendu, je suis pour un salaire minimum beaucoup plus élevé qu'il est maintenant, et même beaucoup plus élevé que le salaire viable, parce que je regarde le salaire viable, c'est pas si haut. Tu sais, c'est vraiment... Puis ça dépend de la région c'est un dans salaire de laquelle on survie. vit, là, Ouais, exact. Là. on On s'entend parlait de ça. c'était un 42 000 environ si on vit en Exactement. Outaouais. Ça baisse à environ 32 000 si on est à Trois-Rivières, là, pour Exactement. une personne seule. Exactement. Donc là, c'est sûr que moi, j'aime bien penser différemment, mais il y a aussi d'autres pays, puis il faut regarder qu'est-ce qu'ils font dans d'autres pays. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je travaillais en France, mais je me rappelle j'avais un coupon repas. Donc, c'est clair qu'on voit c'est quoi le coût de l'épicerie, de l'alimentation aujourd'hui. C'est clair que moi, avec mon emploi, on me payait le repas du lunch, puis la pause aussi. Donc, déjà là, tu as plus d'argent dans tes poches. On me payait aussi le déplacement, donc la passe mensuelle pour le métro. Puis ça a augmenté drastiquement, là, on l'a vu dernièrement. Donc, encore là, j'avais plus d'argent dans la poche. Bien entendu, je crois qu'il faille qu'il y ait une multitude de petits programmes ici et là pour améliorer le quotidien de beaucoup de personnes qui sont sur le salaire minimum. Mais parce... entre le coupon repas puis Oui. le salaire, tu sais, d'augmenter ton Oui. salaire, qu'est-ce qui est le mieux? Ben, c'est parce que l'augmentation du salaire, le gros problème, c'est que les PME, bien souvent, c'est elles qui vont qui engagent des... Tu sais, je pense à la petite boutique sur la rue principale à Trois-Rivières, mais c'est cette personne-là qui engage peut-être 2-3 personnes qui doit payer le salaire minimum. Déjà qu'elle survit elle-même en tant qu'entrepreneur, mais là, chaque fois qu'il fait qu'elle sorte de l'argent de son entreprise, ça lui fait mal. Tandis que quand c'était en France avec mon coupon repas ou mon déplacement, ben, le gouvernement aidait les entreprises. Ah, OK, donc, je comprends. il y avait des manières de maniérer, Comme en quelque sorte. voici, on vous soutient en tant qu'entreprise, mais l'argent qu'on vous transmet doit servir à ça Exactement. précisément. Ah, c'est Exactement. intéressant. Après aussi, il y avait une meilleure couverture santé parce qu'on sait qu'ici, c'est pas tous les soins de santé qui sont couverts. Et puis, malheureusement, des fois, il y a des rendez-vous qui sont obligatoires qu'on peut pas prendre ou qui coûtent beaucoup trop cher que, encore une fois, ben, il faut vider son compte en banque pour pouvoir s'acheter des lunettes plutôt que ça devrait être de base automatiquement d'acheter ça. Aussi, il y a l'accès à la formation continue. Moi, je mise toujours sur ça. Si tu veux améliorer ton sort ou si tu veux aider quelqu'un d'autre à améliorer son sort, c'est bien beau augmenter son salaire, mais si tu lui donnes une formation qui, par définition, va lui donner une meilleure salaire, là, ça commence à être intéressant parce que c'est toujours le fait Mais en même temps, tu risques de les perdre, ces employés-là. C'est clair, mais on veut une société où il y a plus de taux de diplomation, où il y a de meilleurs emplois, parce que l'économie, le type d'entreprise qu'on va avoir, va s'ajuster à l'économie où on est. C'est sûr que si on n'a que des employés qui n'ont pas de formation quelconque, ben on ne va pas pouvoir ouvrir des usines où il y a des équipements ultra qualifiés parce qu'on n'a pas les employés pour. Alors, on va faire de l'économie de survie. Mais en même temps, tu sais, puis je le comprends, c'est très clair, là, je le vois, mais il va toujours avoir besoin de personnes qui n'ont pas nécessairement besoin de formation pour faire le travail. T'es un bon exemple parce que tu as commencé, quand tu démarrais ton entreprise, tu étais préposé à l'entretien à l'hôpital à Sainte-Justine. Tu n'avais pas eu de formation pour faire ça. Bon, puis là, toi, tu es allé te voler vers d'autres cieux, si on veut, tu es complètement ailleurs, mais ça va toujours prendre ces personnes-là pour faire ces boulots-là. Bien, ce sont majoritairement ces gens-là qui sont sous le seuil de la pauvreté, qui n'ont pas le revenu viable. Alors, je comprends l'argument de la formation continue pour renouveler, améliorer la main-d'œuvre. Un pourcentage petit là, du monde qui vont vouloir faire ça. Là. Mais puis le grand pourcentage de personnes qui a besoin de plus, ce sont des personnes qui sont dans ces positions-là. Puis on en a besoin. 100%, mais moi, quand je dis plutôt qu'augmenter le salaire minimum, bien que je suis d'accord d'augmenter le salaire minimum, mais je crois qu'on doit y aller avec de l'aide au logement, de l'aide aux assurances, de l'aide pour envoyer pour les fournitures scolaires à l'école. Je crois qu'on peut aider d'une autre manière que 100% uniquement en demandant aux propriétaires de PME de devoir payer plus, puis que le propriétaire de PME, finalement, puisse de moins en moins vivre de sa propre business. Parce que les multinationales, les grandes entreprises ou le gouvernement n'ont pas de problème d'augmentation de salaire. Mais les 95% d'autres entreprises, eux, ils ont cette réalité-là, cette problématique-là. Le garagiste du coin, la personne qui ouvre une boutique, le fleuriste qui engage quelqu'un. Pour eux, ça fait mal. Pour eux, ça fait mal. C'est surtout ça que je dis. Donc, bien entendu que je suis pour l'augmentation du salaire minimum, mais je crois qu'on ne
réfléchit qu'à ce point-là plutôt qu'à réfléchir à d'autres points. Ben, j'adore l'exemple pour vrai que tu as donné, que toi-même tu as vécu en France, là, c'est-à-dire d'avoir des compensations qui sont autres que le salaire. Puis là, ben, c'est une intervention directe du gouvernement. On n'arrête pas de leur demander de bouger. Pourquoi pas regarder ces options-là? Parce que, tu sais, la difficulté, c'est... Puis il y a des chercheurs qui se sont penchés là-dessus. Quand tu n'as pas assez d'argent pour subvenir à tous tes besoins, ben la première chose, tu as besoin de te loger. Donc, tu peux pas couper sur le logement parce que, je veux dire, il y a un prix qui est établi, il n'y a rien à faire avec ça. Pour les déplacements, la voiture est essentielle dans bien des cas. Si on sort de notre petit Montréal, là, va à l'extérieur, le char, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour travailler. Tu peux pas couper ça. Bien, qu'est-ce que tu coupes? C'est la bouffe que tu mets sur la table. Puis carrément. Ouais. Puis ça, c'est vraiment problématique. De donner des coupons repas à certaines entreprises qui emploient des personnes au salaire minimum, là, tu vas vraiment combler un besoin, justement. Bien, c'est 15-20 $ de plus dans tes poches par jour quand tu travailles, parce que ça coûte une fortune là, quand tu vas. Même les chaînes de restauration rapide coûtent cher maintenant. Tu vois, il y a plein d'auditeurs qui sont d'accord avec cette idée-là que tu soulèves. Là. Je lis un commentaire, payer des lunchs, c'est brillant. Ça me coûte 100 $ de lunch par semaine, imagine. 20 $ de gaz. C'est vrai que ça peut changer quelque chose. Surtout que les transports en commun, on s'entend que c'est le gouvernement qui investit pour développer le transport en commun. Il y a des choses qui ne devraient pas être bâti pour être rentable. En quelque sorte, je ne dis pas qu'il faudrait ne pas prendre aucun argent du privé pour pouvoir prendre le métro, mais les personnes qui en ont vraiment besoin, disons que toutes les personnes au salaire minimum, on leur paye la passe de métro ou on leur paye leur ticket de métro du lundi au vendredi quand ils travaillent. Mais déjà là, ils se feraient... Tout est une question de cash flow, flux de liquidité. Combien tu as d'argent dans tes poches? Il y a aussi un gros problème de remboursement parce que des fois, on dit, tu peux t'acheter tes lunettes, puis le gouvernement va te rembourser. Oui, mais la personne a besoin de ce 100, 200 $ maintenant. Pourquoi elle n'est pas remboursée ou elle ne paye pas directement à la caisse? Pour faciliter la vie des personnes qui ont moins d'argent. Là, je vais lire un commentaire. Très belle idée. Puis il y a beaucoup de personnes, comme je le disais, là, je suis d'accord à aider ceux qui travaillent au salaire minimum ou bas salaire. Ça va encourager les gens aussi à travailler. C'est un bon argument. Mais qui va payer pour ça? C'est toujours la grande question. Parce que si on demande l'intervention du gouvernement dans ça, c'est quoi ta réponse? La personne qui a plus d'argent dans les poches, dans une société comme la nôtre, va dépenser plus pour s'alimenter, va dépenser pour pouvoir se loger ou s'habiller. Donc, ça revient dans l'économie, cet argent-là. C'est pas de l'argent qu'on donne puis que ça disparaît. On donne pas un paquet de cigarettes au monde, là. On leur permet d'avoir plus d'argent puis d'aller travailler puis de pouvoir faire une vraie épicerie plutôt qu'acheter des saucisses congelées. Oui. Puis même on peut extrapoler puis aller plus loin. Si tu achètes autre chose que des saucisses congelées puis des croquettes puis tout ce qui coûte moins cher, bien peut-être que tu vas être en meilleure santé, va coûter 100%. Moins cher au système de santé. 100%. Souvent, on regarde à demain matin, puis on voit pas, on a de la difficulté à voir plus loin. C'est sur une génération. Absolument. Mais là, j'ajoute, puis on va aller à la pause là-dessus. Il dit, par contre, qui va vraiment payer pour ça? La classe moyenne encore? La classe moyenne, on en parle tantôt. Là. Parce que tu t'es posé une question vraiment intéressante. Est-ce que la classe moyenne existe encore? Est-ce qu'on est maintenant de plus en plus dans un extrême ou dans l'autre, c'est-à-dire très, très pauvre, très, très riche? D'ailleurs, vous pouvez répondre à la question, vous qui êtes à l'écoute, est-ce que vous croyez que la classe moyenne existe encore? Messagerie 98985, on poursuit la discussion après la pause avec Nicolas Duvernois, notre collaborateur, tous les mercredis. Nicolas Duvernois, tu t'es posé une grande question. Est-ce que la classe moyenne existe encore? Là, on faisait des recherches. La classe moyenne, c'est 44 500 $ de revenus pour une personne seule après impôt. Et ce sont les 2/3 des Québécois qui appartiennent à cette catégorie-là. Pourquoi tu en es venu à te poser quand même cette question-là? Parce que pendant toute la campagne électorale, on se rappelle qu'on avait une campagne électorale malgré Donald Trump qui faisait un spectacle tous les jours pour la voler. Mais, en fait, c'était la campagne électorale de Donald Trump. De Donald Trump au fédéral canadien. On parlait beaucoup de classe moyenne, de redonner le pouvoir à la classe moyenne. Et puis, c'est un sujet qui me passionne beaucoup parce que je regarde beaucoup ce qui se passe dans la société. Puis, on va parler après des excès des super riches de ce monde, mais très souvent, je me dis, en faisant l'épicerie ou en achetant un billet d'avion ou en planifiant les vacances, mais coudonc, c'est qui peut se payer ces montants-là? Puis je me dis, est-ce que la classe moyenne existe encore? Parce que là, on entend de plus en plus des problèmes de précarité. Les banques alimentaires ne peuvent plus fournir, pas juste pendant le temps des fêtes, à l'année.
Ce que tu veux dire, c'est que la classe moyenne, à part en arracher pour subvenir à ses besoins primaires, se loger, se nourrir, s'habiller, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, c'est là où tu dis, est-ce qu'elle existe encore? C'est-à-dire qu'elle est de plus en plus pauvre, cette classe moyenne. Ben, effectivement. Ou est-ce que c'est une perception? C'est très important aussi qu'on se pose la question. Peut-être que c'est juste moi qui vois ça, peut-être que c'est d'autres personnes vivent ou voient les choses différemment. Mais revenons dans le temps où la classe moyenne avait un rêve. La classe moyenne avait un rêve. Aujourd'hui, le rêve de la classe moyenne, c'est de survivre. Dans le temps, la classe moyenne, c'était de trouver un emploi, de s'acheter une maison, une voiture, de fonder une famille. Écoute, aujourd'hui, pour faire ça, il faut que tu sois millionnaire ou il faut que tu habites à l'autre bout du monde de ton emploi. Fonder une famille, c'est pas Que tu aies de l'aide de tes parents. Que tu aies de l'aide de tes de parents. leur vivant, un héritage du vivant. Exactement. Fonder une famille, c'est bien sûr, c'est la plus belle chose au monde. Mais il y a les coûts. Les coûts des garderies, c'est pas abordable pour tout le monde. Le coût de l'alimentation, le coût des camps pour l'été, le coût de les habiller, le coût pour faire des activités. Donc, je trouve, et je suis convaincu qu'il y a plus en plus de pression sur la classe moyenne et c'est de plus en plus difficile de faire partie de cette classe moyenne-là ou plutôt de vivre le rêve que nos ancêtres, en guillemets, avaient et qu'ils atteignaient, eux. Tu sais, Ouais. c'est triste, ça, Ouais. comme constat. Puis tu dis nos ancêtres, mais il n'y a pas si Ben, ouais, longtemps non, que ça ben, qu'on ouais, pouvait nos envisager grands-parents, s'acheter nos une parents. maison. Oui, c'est ça. On commence à entrer dans les générations qui nous suivent vraiment avec ces interrogations-là de vont-ils arriver à réaliser les rêves? Ils peuvent changer aussi, par contre, les rêves au fil des Les décennies. rêves peuvent là. changer, mais on réalise tout de même que... en 1920, disons, peut-être c'est un peu loin, en 1950, ta maison était, disons, 6 fois ton salaire ou 7 fois ton salaire. Aujourd'hui, la maison, parce que souvent on entend que bon, ben, ils ont juste à moins dépenser, ils ont juste à pas acheter des téléphones cellulaires à 2000 $, ils ont juste à moins voyager, patati patata. En partie raison, sauf que quand on regarde le coût du logement, c'est la plus grande dépense pour bien du monde dans leur vie, mais aujourd'hui, 6 à 7 fois ton salaire, tu n'as rien. Il faut que tu ailles dans les 15, 20 fois ton salaire parfois pour avoir quelque chose de plus ou moins correct. Et donc, on voit que le coût ne cesse d'augmenter de la vie, mais les salaires ne suivent pas ça. Tout à l'heure, on parlait de salaire minimum, mais les salaires ne suivent même pas l'indexation, bien souvent. Donc, c'est pas t'as beau avoir une augmentation de salaire, tu t'appauvris quand même. Ça, c'est quand même problématique. Alors, c'est sûr que, bon, ben, il y a la stagnation ou même le recul des revenus qui vient frapper fort. Il y a aussi la polarisation du marché du travail puis de la demande. On demande des personnes ultra qualifiées ou des personnes pour travailler dans les champs. Les deux ont le même bénéfice pour la société, différemment, mais c'est clair qu'on ne cherche presque plus des emplois du milieu, comme j'appelle. Il y a aussi un endettement spectaculaire des personnes parce que l'accès au crédit est très facile. Puis aujourd'hui, tu peux acheter ton auto en 712 mois ou je ne sais plus combien. Là, je crois que tes arrière-petits-enfants vont la payer. L'accès à la propriété, bien entendu, est difficile. Puis je te dirais surtout que le seul moyen, ou presque un des seuls moyens de financement de l'État, c'est de taxer. Qui vont taxer? Les personnes qui peuvent faire de l'optimisation fiscale, comme on dit. Bon, ils essayent, c'est difficile. Les personnes qui ont presque pas de revenus ou qui sont déjà dans la précarité, ils ne peuvent pas payer d'impôts. Bien entendu, c'est le chunk du milieu qui paye pour tout le monde et puis ils payent de plus en plus pour tout le monde en ayant de leur côté moins de revenus. Mais là, tu viens de donner raison à notre auditeur qui disait avant la pause, oui, des coupons repas puis payer les transports aux employés, c'est qui va payer pour ça? C'est la classe moyenne. C'est clair que c'est la classe moyenne, sauf qu'il y a un retour. Il y a un retour, comme je l'expliquais. Quand quelqu'un a plus de moyens, c'est sûr qu'il va redonner plus à la société et même va pouvoir payer aussi des impôts à un moment donné. C'est clair que ce sujet-là ne se règle pas en 20 minutes, puis qu'il faut presque une génération entière pour pouvoir changer notre modèle. Oui. Et effectivement, cet auditeur-là avait entièrement raison. Le modèle économique est brisé. C'est sûr et certain qu'il est brisé. Quand on voit que pour avoir presque un trou à rang, en quelque sorte, à Montréal, ça coûte 800 000 $, bien là, c'est sûr et certain que ça ne fait plus aucun sens. Puis on a laissé le marché aller. Puis le marché, des fois, on a besoin qu'on le contrôle un peu, là. Il y a quelque chose qui te dérange pas mal, puis c'est toi qui l'as mis en lumière là, quand on discutait des sujets. Il y a les excès chez les personnes ultra riches. Ça vient de chercher Nicolas Duvernois. Bien, je trouve que dans un univers, dans un monde, dans un quotidien où il me semble qu'il y a beaucoup de problèmes dans la société. Je t'envoyais ça parce qu'il y a une petite polémique avec la chanteuse Katy Perry, qui est bien connue. Oui, qui est allée dans l'espace avec SpaceX. Exactement, qui a décidé d'aller s'amuser dans l'espace pendant 11 minutes. Et puis, elle a fait tout un show de boucan là, autour de
environnementalement parlant. Mais après, bon, ben, elle fait ce que veut que son argent. Moi, je suis pas ici pour juger l'un ou l'autre sur ses dépenses, quoique je trouve qu'il y a des dépenses frivoles, mais ça, chacun ses dépenses. Mais c'est clair que l'explosion des canaux de communication nous démontre les excès qui existent. Avant les réseaux sociaux de ce monde, on ne savait pas si un milliardaire de ce monde s'achetait un bateau à 412 millions puis allait polluer la moitié de la Méditerranée pendant 2 semaines l'été. Maintenant, on le sait. Donc, c'est clair que je me dis toujours en voyant ça, mais gardez-vous une petite gêne. T'sais. Vous n'êtes pas obligé de le dire que vous allez dans l'espace. Vous n'êtes pas obligé de dire tout ce que vous faites. Je crois qu'il y a un petit côté voyeuriste qui est malsain. Luc Poirier ici. avec ses 50 quelques Ferrari aussi. Mais Luc, je le connais, c'est un passionné de Ferrari, c'est un collectionneur. Il y en a qui achètent des voitures, il y en a qui achètent des tableaux, il y en a qui vont dans l'espace. Encore une fois, je ne suis pas là pour juger. Ouais. Et surtout que je connais Luc, puis je sais qu'il est il est très généreux envers la société. Il est impliqué dans plusieurs causes. Donc, tu sais, lui, encore une fois, je ne peux pas juger mais on de ses s'entend que je ne dépenses. pouvais pas ne pas le mentionner. Non, mais absolument, parce que Luc est en train de faire quelque chose de quand même très intéressant au Québec. C'est la première personne avec de très grands moyens au Québec qui en parle. Ça fait 50 ans qu'on a eu la Révolution tranquille, 50 ans qu'on est sorti des églises puis qu'on est allé dans les centres d'achat, mais jamais on a entendu, outre peut-être Guy Laliberté quand il est allé s'amuser lui aussi dans l'espace, c'est rare un Québécois francophone blanc qui est fier de ses accomplissements, puis qui est fier de montrer sa collection. Puis d'ailleurs, le Salon de l'Auto est bien content que Luc Poirier existe parce que ça a été une attraction majeure. Après, on peut le juger de toutes sortes de manières. Ça dépend de ses valeurs, ça dépend de notre vision de la vie. Mais tout ça pour dire que je pense à Katy Perry, je pense aussi à Elon Musk, qui exagère tellement qu'il devient mégalomane, qui devient même presque, dans sa tête, un simili-dieu. Il veut repeupler, je ne sais pas si tu as vu son dernier truc, il veut repeupler la planète pour pouvoir créer une future race, il appelle ça comme ça, de personnes intelligentes. Là, je suis comme, ça commence à aller mal dans les rêves mégalomanes. Je ne sais pas s'il y a une coupe de plaques de métal dans le cerveau. C'est encore un 100% humain. Écoute, c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a créé de grandes choses, mais les excès, je pourrais donner des excès de Jeff Bezos, je pourrais donner des excès des super riches. Puis j'ai toujours ce malaise-là entre ces fameux super riches-là, la réalité difficile de la classe moyenne et puis de plus en plus de précarité. Tu vois, c'est là où j'ai comme mon malaise. Je veux juste corriger quelque chose que j'ai dit. C'est parce qu'il y a eu 2 événements au courant des dernières semaines. Là. Katy Perry, c'était pas SpaceX, c'était Blue Origin. Oui, de Jeff Bezos. Oui, SpaceX, il y avait eu l'autre retour sur Terre là, après des mois passés. C'est pour ça que j'ai mélangé les deux. Merci, auditeurs, d'avoir corrigé ce fait. C'était bien Blue Origin. Nicolas, là, j'avais envie qu'on parle, parce que c'était aussi en lien avec ça. Dans les excès, on pointe du doigt bien des personnalités très, 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 très riches là, qui décident de dépenser leur argent, comme elles le souhaitent. Mais bon, nous, on peut remettre en question. Mais il y a beaucoup de personnalités publiques, des Américains, qui, eux, ont décidé de ne pas léguer leur fortune à leurs enfants en disant, si tu veux arriver là, tu dois travailler. On n'a pas de temps pour l'aborder, mais les héritages. Oui. Penses-tu que c'est un bon sujet qu'on pourrait aborder ensemble? Il me semble que ça peut être super intéressant. Les héritages, l'optimisation fiscale, les tours de magie fiscaux, ça pourrait être tout un sujet super intéressant, ça. Puis on se demandait où on trouverait de l'argent, mais il y en a peut-être un peu beaucoup là-dedans. Nicolas Duvernois, fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprit Créatif, merci beaucoup d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance.